Loin de ce sac fulmina l'officière, sa voix crépitant d'autorité. Elle apostropha le jeune athlète noir, l'accusant d'avoir dérobé des biens sitôt que son sac de sport heurta le bitume. Aurélien expliqua sereinement qu'il ne s'agissait que de son équipement d'entraînement, mais ses mots furent balayés. Avec une brutalité déconcertante, ils le propulsèrent dans le véhicule de patrouille. 1 heure plus tard, la police comprendrait qu'elle venait d'appréhender le fils d'un homme influent, un homme qui, c'est certain, ne reculerait devant rien pour que justice soit faite. Avant de plonger dans ce récit, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous serions ravis de connaître vos réflexions. L'écho rythmé du ballon de basket résonnait encore faiblement dans la tête d'Aurélien Dubois, tandis qu'il arpentait les rues bordées d'arbres majestueux de Westchester. L'air charriait cette lourdeur de la fin de l'été, teintée d'orange par le soleil couchant. Il ajusta la bandoulière de son sac de sport sur son épaule, la sueur collant toujours à sa peau après l'entraînement, malgré la douche rapide au vestiaire. Kendrick Lamar imprégnait ses écouteurs, les paroles apaisant ses pensées, donnant une cadence à ses longues enjambées. À 17 ans, Aurélien avait la prestance d'un athlète, mais l'esprit d'un érudit, la discipline tranquille de son père façonnant chacun de ses mouvements. Une moyenne de 3U9, des heures de bénévolat au centre communautaire et la promesse d'être titulaire pour le match de vendredi, il savait qu'il était à l'aube de quelque chose. Des recruteurs universitaires, des bourses d'études, la possibilité de laisser derrière lui le poids indicible qui le poursuivait dans des rues comme celle-ci. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Près de 18h15. Son père lui avait fait promettre d'être à la maison à 18h30, pile pour le dîner conversation, ce genre de routine que maître Jean-Luc Dubois valorisait autant que l'oxygène. Le cœur d'Aurélien se serra à l'idée d'être en retard. La ponctualité de son père était légendaire, tant à la maison qu'au palais de justice. Cette précision l'avait mené jusqu'au rôle de procureur général, et Aurélien avait passé toute sa vie à apprendre à marcher sur la même ligne. Le ronronnement d'un moteur le tira de ses réflexions. Une lumière réfléchie flasha sur le côté poli d'une Lexus garée dans une allée. Il tourna juste assez la tête pour la voir. Une voiture de police, une Chrysler banalisée qui progressait lentement, calant son rythme à un demi-pâté de maison derrière lui. Un frisson instinctif le parcourut. Son cœur s'emballa, mais ses pas ne faiblirent pas. Les mots de son père résonnèrent plus fort que la basse dans ses écouteurs minces visibles. « Reste calme. Respectueux. Toujours. » Il baissa le volume, mais laissa les écouteurs autour de son cou, le rythme faible toujours perceptible. Le véhicule se rapprocha, ses pneus murmurant contre le trottoir, puis s'inclina brusquement pour lui bloquer le passage. Aurélien s'arrêta net, sa poitrine se soulevant et s'abaissant tandis que l'air du soir semblait se raréfier. 2 portières s'ouvrirent avec une certitude pesante. La voiture de police s'était soudainement mise en travers, barrant le trottoir. La conductrice en sortit la première, l'officière Moreau. C'était une femme imposante, la quarantaine, l'uniforme tendu sur ses coutures, sa ceinture lourde d'équipement. Son pas dégageait une autorité qui commandait une obéissance immédiate. Ses yeux balayèrent Aurélien de haut en bas, s'attardant juste assez longtemps pour qu'il ressente le jugement. « Qu'est-ce qu'un gamin comme toi fait à Westchester ?» dit-elle. Les mots flottaient, désinvoltes, mais son regard portait quelque chose de plus acerbe, une suggestion que sa présence dans cette rue était déjà un problème. Aurélien s'arrêta, glissa ses écouteurs autour de son cou. Sa voix sortit, posée, respectueuse. « Bonsoir, madame. Je vis à quelques pâtés de maison d'ici, je rentre de l'entraînement. » La portière passager claqua. L'agent Delacroix les rejoignit, mince, nerveux, une trentaine d'années. Sa pomme d'Adam tressaillait tandis qu'il bombait les épaules avec trop d'ardeur, comme s'il se préparait perpétuellement à un combat. Si Moreau incarnait la masse et l'autorité, Delacroix portait la tension comme une armure. Son regard parcourut la taille d'Aurélien, sa carrure athlétique, son sac de sport. Il serra la mâchoire,
comme pour prouver qu'il n'était pas le maillon faible. Papiers d'identité, exigea Moreau. La gorge d'Aurélien se serra, mais il garda un ton égal. Je n'ai pas mon portefeuille, madame. Je rentre directement de l'entraînement. Seulement mon téléphone et mon équipement. Delacroix s'approcha. Trop près. Un peu trop pratique, non, sa voix nasale sointait la suspicion. Aurélien inspira par le nez, luttant contre la chaleur qui montait dans sa poitrine. Reste calme. Garde tes mains où ils peuvent te les voir. Il leva légèrement les deux paumes. Monsieur, je peux vous donner mon adresse. Ma maison est juste ici, à Westchester. Moreau croisa les bras, ses yeux se plissant. Ne rendons pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Puis le pied de Delacroix heurta le sac de sport d'Aurélien, le faisant tomber de son épaule sur le trottoir. Le manuel s'échappa légèrement, ses coins se pliant sur le béton. La botte de Delacroix le poussa, délibérément, le faisant glisser juste hors de portée d'Aurélien. Qui hâtait-il dans le sac? Gamin, le manuel s'était un peu ouvert, ses coins écornés sur le ciment. Aurélien se pencha instinctivement, tendant la main. Les mains où je peux les voir. La voix de Delacroix déchira le calme de la rue comme un coup de fusil. Aurélien se figea, ses doigts à quelques centimètres de la sangle, son cœur martelant sa poitrine. Il leva de nouveau les mains, paumes ouvertes, tremblantes maintenant, mais Delacroix était déjà en mouvement. Son poing jaillit, ses jointures craquant contre la pommette d'Aurélien avec un bruit sourd et écœurant. La force projeta la tête d'Aurélien sur le côté, envoyant une explosion de blanc à travers sa vision. Moreau aboya, cessait de résister. Bien qu'Aurélien n'eût pas résisté du tout, son corps se plia en avant sous le coup, et avant qu'il ne puisse se redresser, le poids de Moreau le pressa vers le bas. Les mains de Delacroix lui saisirent les poignets, les tirant derrière son dos avec une violence brutale. Le froid de l'acier mordit sa peau tandis que les menottes se refermaient. « Je ne résiste pas », haleta Aurélien, mais ces mots s'évanouirent sous le refrain répété de Moreau. « Cessez de résister, cessez de résister ». Chaque phrase plus forte, scénarisée, comme répétée maintes fois. La rue était immobile, à l'exception de l'échauffourée. Un rideau tressaillit dans une maison voisine, une ombre se retirant rapidement. Personne ne sortit. Plaqué contre la voiture de patrouille, Aurélien sentit le chaud filet de sang glissant du coin de sa bouche. Son sac de sport gisait abandonné sur le trottoir, son manuel de calcul ouvert à une page d'équations qu'il avait résolue la veille. L'absurdité de la situation, la preuve de sa véritable identité éparpillée à ses pieds, le frappa plus durement que le coup. Delacroix se pencha, son souffle acéré par l'adrénaline. « Tu croyais jouer au plus malin, un pas ce soir. » Aurélien ne répondit pas. Ses lèvres étaient serrées, le goût cuivré du sang emplissant sa bouche. À l'intérieur, il hurlait, mais à l'extérieur, il restait silencieux. Il ne leur donnerait pas plus. Il ne leur donnerait pas le nom de son père, l'adresse de sa famille, le bouclier qui aurait pu arrêter cela. Son père lui avait dit que la survie était le seul objectif, et la survie exigeait le silence. Moreau ouvrit brusquement la portière arrière du véhicule. « Faites-le monter !» Delacroix poussa Aurélien en avant, son épaule heurtant le cadre avant qu'il ne s'écroule sur le siège en plastique dur. La vitre de la cloison lui renvoya son propre visage, un œil déjà enflé, la peau noircie là où le coup avait porté. La portière claqua, le scellant à l'intérieur. À travers la vitre, Aurélien jeta un dernier coup d'œil à la rue. Le calme suburbain était revenu. Le seul signe de chaos, quelques papiers flottant hors de son sac de sport. Au-dessus, le panneau de surveillance du quartier se balançait doucement dans la brise, ses yeux peints fixant comme un jugement. Le véhicule s'éloigna, ses lumières rouges et bleues peignant les maisons de brefs éclairs de couleur. Derrière ses fenêtres, les gens restaient silencieux, les rideaux tirés, le dîner se poursuivant, les pelouses toujours parfaites.
Aurélien ferma les yeux, régulant sa respiration comme son père le lui avait appris. Son secret resta enfermé. Il était le fils de maître Jean-Luc Dubois, le procureur général. Mais ce soir, il n'était qu'un autre jeune homme à l'arrière d'une voiture de police. Ses poignets brûlaient sous l'acier, son visage picotait du coup, et son silence était la seule arme qui lui restait. Les tubes fluorescents crépitaient au-dessus de sa tête, tandis que la voiture de patrouille s'engouffrait dans le portique de sécurité, leur lumière crue baignant le béton d'un bourdonnement fatigué. La porte du garage se referma derrière eux, scellant la nuit à l'extérieur. Lorsque la portière arrière s'ouvrit, l'air froid se précipita, charriant une odeur âcre d'huile, de béton humide et d'une substance métallique qu'Aurélien ne pouvait identifier. Delacroix tendit la main et saisit son avant-bras, ses doigts mordant les tendons endoloris, et le tira du siège comme un bagage. À l'intérieur du poste, le monde se réduisait à une mosaïque de linoléum et de verre. Une radio crépitait quelque part dans le couloir, des voix se superposant au pépiment aigu d'une imprimante crachant des formulaires. Le bureau d'accueil était encombré de planches à pince, de plantes à moitié mortes et d'une tasse de stylo sans capuchon. Un panneau plastifié sur le professionnalisme s'enroulait sur les bords, bruni par la chaleur des années. « Les chaussures », dit l'officier de permanence sans lever les yeux. Aurélien se tenait sur le sol usé, les poignets menottés derrière lui, son cœur battant contre l'acier. Sa joue brûlait là où les jointures de Delacroix avaient atterri. La peau autour de son œil semblait tendue, déjà enflée. Il déplaça son poids, maladroit sans ses mains, jusqu'à ce que Delacroix soupira théâtralement et tira les menottes vers l'avant pour le menotter à la taille. La nouvelle position pressa la chaîne contre ses côtes et fit souffrir ses épaules. « Les chaussures », répéta l'officier, sa voix monocorde. Aurélien se pencha à la taille et enleva ses baskets en les poussant l'une avec l'autre. Il entendit le léger bruit sourd tandis que chacune tombait sur le tapis de caoutchouc. L'officier utilisa un crayon pour soulever les languettes, vérifiant la présence de lames ou de pilules comme s'il fouillait une chose morte. Delacroix les ramassa et les jeta dans un bac gris avec le sac de sport que Moreau avait récupéré dans la rue. La fermeture éclair du sac béait, exposant son maillot froissé et le coin plié de son manuel de calcul. Une bouffée d'air conditionné le frappa tandis que Moreau le guidait vers le couloir d'admission. Le thermostat devait être réglé comme un congélateur. Il sentait son souffle se condenser. Le carrelage brillait d'un éclat permanent d'eau de javel. Une affiche murale énumérait les droits des accusés en caractères minuscules et polis. Personne ici ne semblait les lire. « Asseyez-vous », dit Moreau, désignant un banc métallique boulonné au mur. Aurélien s'assit sur le banc froid. Le métal aspirait la chaleur à travers son survêtement jusqu'à ce que sa peau picote. Un adolescent en hoodie le fixait depuis une vitre maculée d'empreintes de l'autre côté de la pièce. Il fallut à Aurélien une seconde pour réaliser qu'il regardait son propre reflet. Il se tenait droit et gardait les paumes tournées vers le haut sur ses cuisses, là où chaque caméra pouvait les voir. Il connaissait la performance par cœur main visible. « Parlez clairement. »« Oui, madame. »« Non, monsieur. » Une imprimante toussa et cracha une pile de formulaires. Moreau les arracha d'un geste sec et professionnel et vint se tenir devant lui, bloquant le miroir. Ses yeux se déplaçaient, non pas agités, mais méthodiques, comme une caissière comptant une caisse. « Non, Aurélien Dubois, » dit-il. Sa voix semblait plus douce que dans sa tête, les contours arrondis par le froid et le goût cuivré du sang. Date de naissance 12 juin, année 2006, adresse 347, allée Oakwood. La bouche de Moreau tressaillit. Westchester. Un oui, madame. Elle écrivit sans le regarder, le stylo grinçant. Nom des parents. Il hésita un demi-battement de cœur, un nœud se resserrant sous son sternum. Jean-Luc et Catherine Dubois.
Moreau laissa échapper un petit reniflement. Cela aurait pu être un rire. Le fils du procureur général. Elle pencha la tête, rencontrant enfin son regard. « C'est mignon. Je n'ai pas dit... » Il commença puis s'arrêta. Il goûta de nouveau le sang lorsque sa lèvre fendue s'ouvrit avec le mouvement. Il baissa le regard et respira par le nez, comptant jusqu'à 4, retenant pendant 4, exhalant pendant 6, comme son père le lui avait appris pour gérer le stress sur la ligne des lancers francs. Delacroix, avachi à 2 pas, les épaules contre le parpaing comme s'il avait besoin de ce soutien. Il observait l'échange avec un sourire mince qui n'atteignait pas ses yeux, un sourire qui disait qu'il n'était plus fatigué. La peau rosée sur ses jointures semblait légèrement écorchée. Il fléchit ses doigts comme s'il le démangeait. « Allons prendre sa photo », dit Delacroix d'une voix trop enjouée. Ils le menèrent à un court couloir où une caméra était posée sur un trépied devant un fond de parpaing peint d'un gris morne. Un carré de ruban adhésif sur le sol marquait l'endroit où se tenir. Les lumières au plafond bourdonnaient plus fort ici, l'électricité épaisse dans l'air. De face, dit le technicien, son expression vide de toute émotion à force de répétition, le menton levé. Aurélien s'avança sur le ruban et leva le menton. Le flash éclata, dur et blanc, brûlant ses rétines. Pendant une seconde flottante, il n'y eut que la chaleur derrière ses paupières et l'écho de l'obturateur. Il cligna des yeux contre l'image rémanente. Le technicien ajusta l'objectif. Aurélien tourna la tête, la peau meurtrie autour de son œil tirée comme du papier mouillé. L'autre côté. La voix de Delacroix flotta, basse et satisfaite. « Souris, joli garçon. Tu ne t'en sortiras pas cette fois. » Aurélien garda la bouche fermée. Il relâcha sa mâchoire juste assez pour masquer le tremblement. Le flash crépita de nouveau. Il se sentait exposé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé qu'une caméra puisse procurer. Figé dans la lumière, catalogué, converti en pixels qui survivraient aux élancements de son visage. Ils le conduisirent à la station d'empreinte digitale. La machine s'illuminait d'un rouge doux dans le coin sombre, une plaque de verre élatante. Un jeune agent, la vingtaine bien tapée, les cheveux trop soignés, la cravate un peu trop serrée, était assis au terminal. Il leva les yeux quand ils approchèrent, son regard se posant un instant sur l'ecchymose sous l'œil d'Aurélien, puis s'éloignant vers l'écran comme si le moniteur pouvait le protéger. « Les mains », dit-il. Delacroix déverrouilla la chaîne ventrale et retira la menotte d'un poignet. Aurélien retint son souffle tandis que l'agent lui prenait la main par le bout des doigts, d'une délicatesse qui le surprit. L'agent roula chaque doigt contre le verre avec une lente attention, le scanner s'éclairant d'un rouge plus vif sous les crêtes. Des lignes et des arabesques apparurent sur le moniteur, magnifiées et parfaites comme des cartes topographiques. La machine émit un pépiment à chaque fois qu'elle capturait une empreinte. « Gauche », murmura l'agent. Aurélien tendit son autre main. La menotte claqua contre le bord de la station. Ses poignets étaient cerclés de rose vif. La peau gonflait déjà sous la morsure du métal. Chaque roulement envoyait un picotement de douleur remontant ses avant-bras. L'agent appuya sur soumettre. La nappe rouge sur l'écran se transforma en une grille de carrés noirs tandis que le système traitait. La pièce sembla se contracter autour de cette lueur. Une radio bipa quelque part dans le couloir. Un téléphone sonna 2 fois et se tut. L'imprimante créa un autre formulaire. Le moniteur clignota. Une petite barre verte rampa puis se remplit. Une nouvelle fenêtre s'ouvrit, plus lumineuse, avec un en-tête qu'Aurélien ne pouvait lire de son angle. Les pupilles du jeune agent se resserrèrent. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Immobile. Il se pencha en avant, lisant. La couleur quitta son visage par degrés, comme si quelqu'un baissait lentement un gradateur à l'intérieur de lui. Delacroix remarqua la pause. « On est bon » demanda-t-il, d'un ton désinvolte et tranchant. L'agent déglutit.
Il jeta un coup d'œil à Aurélien, puis à l'écran. Il tapota une touche, puis une autre, comme s'il gagnait du temps. C'est en train de lancer une vérification secondaire. Je devrais appeler le sergent. Moreau déplaça son poids. Pourquoi faire? La main de l'agent planait près du téléphone. Il y a une correspondance. Le système sort toujours une correspondance, dit Delacroix en levant les yeux au ciel. Tapez-le et passez à autre chose. L'agent ne passa pas à autre chose. Il décrocha le combiné, le fil bouclé tremblant contre le bureau. « Sergent, pourriez-vous » La main de Moreau se posa sur le socle. Elle pressa le combiné avec 2 doigts et le maintint là, ses yeux fixés sur le visage du jeune agent. « Problème système », dit-elle, d'une voix aussi lisse que du papier administratif. « Gardez-le en attente jusqu'à ce que nous vérifions. Vous pouvez noter le signalement dans votre registre. » La mâchoire de l'agent se contracta. Il regarda les poignets d'Aurélien, les sillons rougeâtres où les menottes avaient mordu, le gonflement sous son œil. Il regarda de nouveau Moreau, mais celle-ci répéta, retenue pour confirmation. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle reposa doucement le combiné et fit glisser le téléphone d'1 pouce sur le bureau, juste assez loin pour que l'agent doive se pencher autour d'elle pour le prendre. Vous pourrez le montrer au sergent avec nous dans 5 minutes. Une fine ligne apparut entre les sourcils du jeune agent. Il tapa quelque chose auquel il ne croyait pas dans le registre. Retenu en attente de vérification, murmura-t-il, comme si les mots pouvaient être plus légers chuchotés. Ils menèrent Aurélien à une chaise métallique dans une salle qui se voulait hall d'accueil, mais qui ressemblait à un réfrigérateur. Un distributeur de soda bourdonnait dans un coin, sa lumière faisant la publicité d'une canette rouge qu'il ne pouvait goûter. L'odeur de vieux papier et de toner était si épaisse qu'on aurait pu la mâcher. Quelque part, un détenu hurlait à personne et à tout le monde. Le son voyageait à travers les conduits comme un gémissement informe. « Inventaire », dit Moreau, laissant tomber son sac de sport sur une table. Elle le dézippa et en vida le contenu avec un ennui professionnel. Maillot, chaussettes, manuel de calcul, un stylo qu'il gardait pour ses notes, une serviette humide qui sentait l'effort. Elle consigna chaque article sans commentaire, puis écarta le sac comme une chose qu'elle ne voulait pas toucher. « Videz vos poches », dit Delacroix, bien qu'elle l'ait déjà été. Aurélien garda ses mains ouvertes, paumes vers le haut. « Je n'ai rien d'autre, monsieur. » Le sourire de Delacroix revint. Mince et petit. Vous avez toujours une histoire. Les questions suivirent. Le nom de nouveau, l'adresse de nouveau. Les mêmes faits se répétaient dans des ordres différents, comme un mauvais problème de mathématiques qu'il ne pouvait résoudre. Chaque fois qu'Aurélien répondait, l'agent au bureau tapait sans le regarder. L'humiliation ne résidait pas dans les questions, mais dans la manière dont elles étaient conçues pour l'épuiser, pour transformer sa vie en une série de cases à cocher. Oui. Non. Oui. Non. Jusqu'à ce qu'il ne reste rien de lui, hormis des points de données. Aurélien se sentait morcelé, le froid s'infiltrant à travers la chaise, la douleur dans l'articulation de sa mâchoire, la rugosité à ses poignets où l'acier avait frotté une demi-lune de peau à vif. Il goûtait le café rassis du souffle de quelqu'un d'autre, le métal du sang sur sa lèvre, l'ozone du scintillement des lumières. La radio énuméra une plaque d'immatriculation et une intersection qu'il connaissait par cœur. L'imprimante continuait de dérouler des vies sur le papier. Moreau passa devant lui vers une porte intérieure et appuya sur un bouton. Le verrou émit un bruit sourd. Elle jeta un coup d'œil en arrière vers lui tandis que la porte s'ouvrait et laissa échapper un petit soupir qui aurait pu être de l'agacement ou de la satisfaction. « Gardez-le en traitement », dit-elle à quelqu'un de l'autre côté. « Vérification en attente. »« Madame », dit le jeune agent, la voix faible. Le sergent voulait être informé immédiatement de tout signalement. « Il le verra », dit Moreau, déjà à moitié passé la porte, hors du contexte. La porte se referma derrière elle avec un clic.
Delacroix resta, appuyé sur le bord du bureau comme un homme qui avait enfin trouvé une pose confortable. Il observait Aurélien comme un chat observe un oiseau en cage. Curieux, pas affamé. « Tu as fait un choix là-bas » dit-il, d'une voix de conversation. « Tu as gardé la bouche fermée alors que tu aurais pu t'aider. » Il pencha la tête, les yeux petits. « C'est drôle comment ça marche. » Aurélien regarda le sol. Une unique marque noire décrivait une courbe sur le carrelage devant sa chaussure comme un point d'interrogation. Il pensa à son père à leur table. Fourchette posée avec précision, le front se fronçant lorsque l'horloge murale dépassait l'heure convenue. Il imagina la façon dont son père se tenait lorsque la sonnette retentissait, les épaules hautes et calmes, la voix grave et égale. Il imagina la façon dont son père avait posé ses propres mains sur la table le soir où il lui avait fait sa première grande discussion, paumes ouvertes, doigts écartés. Une posture si simple qu'elle ressemblait à une prière. Un courant d'air roula sur le sol et remonta les tibias d'Aurélien. Il frissonna. Il prit une inspiration qui lui écorcha la gorge et compta silencieusement de nouveau. 4 temps à l'inspiration, 4 en suspension, 6 à l'expiration, jusqu'à ce que le tremblement ralentisse. « Hé !» dit Delacroix, « regarde-moi !» Aurélien leva son regard. L'effort coûta plus qu'il n'aurait dû. « Tu vas t'asseoir, » dit Delacroix. « Tu vas attendre et tu répondras aux mêmes questions quand nous les poserons de nouveau. Tu comprends ?»« Oui, monsieur. » Les mots d'Aurélien sortirent fermement. Il ne savait pas d'où venait cette fermeté en lui. Peut-être avait-elle toujours été là, bâtie à partir des entraînements et des devoirs de lecture et du bruit des chaussures de son père dans le couloir après une réunion tardive. Le jeune agent fit glisser un gobelet en polystyrène sur le bureau vers lui. « De l'eau » dit-il, à peine audible. La tête de Delacroix se tourna légèrement vers l'agent. Il ne dit rien. L'avertissement était dans le regard. Aurélien hocha la tête pour remercier et leva le gobelet des 2 mains, parce que la chaîne ventrale rendait toute autre action maladroite. L'eau avait le goût des tuyaux en cuivre et de la glace. Elle piqua la fente de sa lèvre et envoya une douleur nette à travers sa joue. Il avala avec précaution. Le gobelet semblait trop léger quand il le reposa. Tout le poids de cette pièce se trouvait ailleurs dans les formulaires, dans les dossiers, dans la barre verte qui s'était remplie sur un écran et qui signifiait quelque chose que personne ne voulait dire à voix haute. Une porte bourdonna de nouveau et des pas se déplacèrent de l'autre côté comme une petite bousculade. Aurélien garda les yeux fixés sur la marque au sol et garda ses paumes vers le haut. Il écouta le poste respirer, les radios, l'imprimante, le bourdonnement fluorescent et essaya de se faire assez petit pour survivre au milieu du bruit. Il s'assit et attendit, le froid s'installant dans ses os pendant que la machine prétendait ignorer son identité exacte. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus d'Aurélien, vacillant toutes les quelques secondes comme si elles aussi se lassaient de l'air terne et monotone. La petite pièce était saturée d'un froid stérile. Des murs souillés de crasse, des sols luisants d'une matière qu'il refusait d'identifier. Quelque part, une goutte d'eau résonnait, ponctuellement, comme une horloge qui se décharge. D'un robinet qui fuyait. Il était assis dans un coin, un sandwich froissé à la main, ses bords secs râpant ses lèvres gercées. « Reste en vie, rien d'autre ne compte », lui avait dit son père. Les mots résonnaient maintenant à ses oreilles, plus fort que le froid qui pinçait sa peau. Aurélien prit une autre bouchée réticente, le pain collant au palais, tandis que le goût du pain rassis et du jambon se mêlait à la piqûre cuivrée sur ses lèvres. Sa bouche était serrée, enflée du coup reçu plus tôt, le sang séchant entraîné collante sur les bords. Il savait qu'il devait être reconnaissant pour la nourriture, mais sa gorge se fermait chaque fois qu'il avalait. C'était une sensation étrange, ce petit acte de survie. La justice est aveugle. Les mots étaient griffonnés sur les murs, inscrits à l'encre noire passée. Ils étaient déchiquetés, inclinés à des angles qui défiaient en la logique, un peu comme tout cet endroit. Ses yeux s'y attardèrent un instant, l'ironie lui lacérant les entrailles.
Un homme en chemise déchirée était appuyé contre le mur du fond, ses yeux flous fixés sur Aurélien. Il n'essayait même pas de se cacher. La façon dont l'homme l'étudiait, la façon dont ses lèvres esquissaient un demi-sourire, tout cela était trop familier. « Qu'est-ce que tu as fait, gamin ?» La question frappa la poitrine d'Aurélien avec force. Il ne répondit pas. Il n'y en avait pas besoin. Son silence était le mur qu'il avait été entraîné à bâtir. Un mur fait de rien d'autre que des quelques outils que son père lui avait transmis. Ne bronche pas. Ne parle que si on t'adresse la parole, main visible. Mais même tandis que le regard de l'homme le brûlait, Aurélien sentait la tension monter dans sa poitrine. Son cœur battait de nouveau, un battement régulier dans ses oreilles. L'homme persista cependant, se redressant. « Quoi, tu es un de ces gamins fragiles ?» Aurélien resta silencieux, se concentrant sur le tic-tac rythmé de l'horloge murale. C'était le seul son qui le maintenait ancré dans le vide immense de la cellule. Chaque tic-tac égrenait les minutes. Chaque tic-tac rappelait que le temps s'étirait, lent et délibéré, le faisant se sentir plus petit et plus isolé à chaque seconde. C'était comme si les secondes elles-mêmes se moquaient de lui, prouvant à quel point il était insignifiant dans ce système. « Je n'ai rien fait de mal », pensa-t-il, « et je suis toujours là. » La porte s'ouvrit avec un léger grincement, un mouvement dans l'air qui apporta une vague de froid dans la pièce. Le jeune agent réapparut, jetant un rapide coup d'œil à Aurélien. Ses yeux tressaillirent nerveusement un instant avant qu'il ne se précipite hors de la cellule, refermant la porte avec un léger clic apologétique. Aurélien capta le regard, une hésitation trop rapide pour être pleinement enregistrée. Mais il la sentit. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose ne collait pas. C'était le genre de regard que l'on donne quand on est incertain, quand on a entendu trop de rumeurs et qu'on ne sait pas si on doit les croire. Mais les mains de l'agent s'étaient attardées juste une fraction trop longtemps sur l'encadrement de la porte, ses jointures serrées avant qu'il ne s'éclipse dans l'obscurité extérieure. L'homme qui l'avait observé se pencha de nouveau, ses yeux se plissant. Il semblait savoir que quelque chose n'allait pas, lui aussi, mais ne s'en souciait pas assez pour poser des questions. Aurélien n'était de toute façon pas en position de poser des questions. Il était piégé ici, invisible derrière des murs bâtis bien avant qu'il n'entre dans cette cellule. Le son de l'horloge tintait plus fort dans le silence. Chaque seconde qui passait semblait une petite éternité. Aurélien ferma les yeux, pinçant l'arête de son nez. « Reste juste en vie », se dit-il. C'était tout ce qui comptait maintenant, survivre. C'était la seule règle qui avait toujours été solide. La seule chose que son père lui avait inculquée jour après jour. Mais cela ne le faisait pas se sentir moins petit, moins vaincu. La pièce semblait plus étroite maintenant, suffocante. Le froid faisait souffrir ses os, et la dure réalité de l'endroit où il se trouvait, de qui il était, s'insinuait. Il pensa à la vie qui l'attendait dehors, le sourire encourageant de sa mère, les rires de ses coéquipiers dans le vestiaire, la présence chaleureuse et contrôlée de son père. Et le voilà, enfermé dans une cellule de détention. Pas d'explication, pas de justice, juste le poids du silence et la connaissance suffocante que cet endroit n'était jamais censé être pour quelqu'un comme lui. Les lumières fluorescentes bourdonnaient de nouveau, plus fort cette fois, comme si elles protestaient contre la longueur de l'attente. Il sentait la douleur dans son estomac, mais ce n'était pas la faim. C'était quelque chose de plus profond, de plus lourd, quelque chose qui pressait contre sa poitrine et menaçait de céder. Juste quand le poids sembla insupportable, la porte s'entr'ouvrit de nouveau. Cette fois, la silhouette qui entra était différente. Maître Jean-Luc Dubois se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette grande et reconnaissable. Il portait son calme habituel comme une armure, sa veste de costume impeccable, sa cravate bougeant à peine alors même que la tension dans la pièce s'épaississait. La lumière fluorescente du couloir se répandait sur le sol et dans la cellule de détention, projetant de longues ombres sur les carreaux fissurés sous ses pieds.
Aurélien leva les yeux, et pour la première fois depuis des heures, il ressentit quelque chose qui ressemblait à une étincelle d'espoir. Les yeux de son père trouvèrent les siens, et à ce moment, le poids de tout, la peur suffocante, la douleur, l'isolement semblèrent se dissiper un tant soit peu. Mais Aurélien vit alors les ecchymoses sur son visage, le gonflement autour de son œil, la lèvre ensanglantée qui avait depuis longtemps commencé à former un halo violet sombre. Jean-Luc s'avança, son mouvement lent, prudent, comme s'il ne savait pas quoi faire. Lorsqu'il atteignit Aurélien, il s'agenouilla devant lui, ses mains agrippant les barreaux de la cellule comme s'il avait besoin de se stabiliser. Son regard s'adoucit, et pendant un instant, aucun des deux ne parla. L'air était épais du poids du moment, et pendant une seconde, il sembla que le temps s'était enfin arrêté. Puis les bras de Jean-Luc l'entourèrent, tirant Aurélien dans une étreinte serrée. La douleur dans la poitrine d'Aurélien s'apaisa, mais la tension ne le quitta pas. Les bras forts de son père étaient la seule chose qui semblait réelle, la seule chose qui donnait l'impression que le monde extérieur à cette cage pouvait encore avoir de l'importance. « Je suis désolé », murmura Jean-Luc, sa voix empreinte de regret. Aurélien serra le dos de son père, essayant de forcer les mots à passer la boule dans sa gorge. Les larmes qui avaient menacé de couler plus tôt tombèrent enfin, chaudes, contre la veste de son père. Il ne parla pas, cependant. Il n'en avait pas besoin. La seule chose qui importait était que son père soit là. Moreau apparut à la porte. Sa posture était rigide, ses yeux froids. Elle n'entra pas dans la pièce. Mais le changement dans son regard fut suffisant pour rappeler à Aurélien qu'il n'y avait pas d'échappatoire à ce système. Peu importe qui il était ou ce qu'il pouvait faire, c'était comme une machine qui continuait de broyer, d'engloutir les gens entiers, peu importe à quel point il suivait scrupuleusement les règles ou à quel point il s'efforçait de rester en vie. Jean-Luc regarda Moreau, la tension entre eux palpable, mais il ne s'adressa pas à elle. Son attention était entièrement sur Aurélien. « Nous te sortirons d'ici, » dit-il, sa voix ferme malgré la colère qui brillait dans ses yeux. Moreau ne parla pas. Elle resta là à les observer. Et pendant un long moment, tout ce qu'Aurélien put faire fut de respirer lentement, avec précaution, gardant ses mains immobiles, paumes ouvertes, exactement comme son père le lui avait appris. Les lumières fluorescentes du quartier général de la police bourdonnaient, projetant une lueur oppressive sur la salle de conférence. L'air était épais de cette tension qui collait à la peau et alourdissait les pensées. Aurélien était assis à l'extrémité de la pièce, les mains fermement jointes sur ses genoux, essayant de contrôler le nœud de colère et de confusion qui tourbillonnait dans sa poitrine. Son père, Jean-Luc, se tenait à ses côtés, la silhouette forte et familière de l'homme qui avait toujours été un pilier d'autorité, semblant désormais rapetissé par le poids du moment. En face d'eux, Moreau était assise rigidement, le dos droit, les mains sagement pliées sur la table. Ses yeux, cependant, racontaient une autre histoire. Il se posait nerveusement sur les images de la caméra piéton diffusée sur l'écran devant eux. La vidéo était granuleuse, parfois parasitée par des interférences, mais elle montrait ce qu'elle devait montrer. Aurélien se baissant pour ramasser son sac de sport. Delacroix, tendu et enroulé comme un ressort, les yeux fixés sur Aurélien alors qu'il se relevait, prêt à se défendre contre ce qu'il percevait comme une menace. Puis le coup de poing. Un coup rapide, non provoqué, au visage d'Aurélien, suivi du flash momentané de la caméra piéton de Moreau qui s'éteignait, l'écran devenant noir pendant 5 brèves secondes. Mais cela n'avait pas d'importance. Les images suffisaient, suffisamment pour exposer la vérité, le mensonge que Moreau avait tenté d'enterrer. Moreau s'éclaircit la gorge, sa voix tentant de maintenir son habituelle autorité, bien qu'elle tremblât légèrement. C'était une procédure standard, commença-t-il, son regard papillonnant brièvement vers Jean-Luc avant de détourner rapidement les yeux. Le comportement d'Aurélien, ses mouvements,
ont déclenché une réaction de l'agent Delacroix. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'intervenir. La voix de Jean-Luc traversa l'air comme une lame, tranchante et froide. La procédure n'inclut pas d'appeler l'obéissance résistance, Moreau. Il ramassait juste son sac, vous le savez. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, lourds d'accusations. La vidéo continua de défiler, chaque image un douloureux rappel de tout ce qui avait mal tourné. Aurélien réagissant à peine, essayant seulement d'obtempérer. Puis, le poing de Delacroix frappant son visage. L'écran vacilla de nouveau, et le visage de Moreau apparut dans le coin de l'image, son doigt planant sur le bouton de la caméra pendant ces précieuses quelques secondes. Un lapsus momentané dans son contrôle. Delacroix se déplaça sur sa chaise, ses mains tremblantes tandis qu'il parlait, sa voix plus forte que nécessaire, comme pour se convaincre lui-même autant que les autres. « Il a bougé », murmura Delacroix, la mâchoire serrée. J'ai cru qu'il attrapait quelque chose. Les gars comme Moreau, ils me traitent de faible. Ils disaient que je ne pouvais pas faire ce travail. J'ai dû agir. Je n'ai pas eu le choix. La voilà. L'aveu de sa peur, la vérité derrière le coup de poing, la justification tordue. Delacroix, à cet instant, n'était pas seulement un policier appliquant la loi. C'était un homme désespéré de prouver sa valeur à ceux qui l'entouraient, d'effacer chaque moment où il se sentait plus petit que les autres, où il ne pouvait pas se montrer à la hauteur de l'image de force qu'on lui avait imposée. Jean-Luc se pencha légèrement, ses yeux se plissant tandis qu'il fixait l'homme qui avait frappé son fils. Sa voix était ferme, mais la fureur en elle était indéniable. Mon fils ne correspondait pas à votre idée de qui a sa place à Westchester, et vous le lui avez fait payer. Un silence lourd suivit ces mots, une immobilité qui plana sur la pièce. Tous les présents ressentirent le poids de l'accusation. Personne ne put le nier. Cela se voyait dans la façon dont les yeux de Delacroix se déplaçaient inconfortablement, la façon dont Moreau évitait de regarder directement Jean-Luc, la façon dont la pièce semblait rétrécir sous la pression de la vérité mise à nu. Le capitaine Mercier, l'homme assis à la tête de la table, prit finalement la parole, sa voix calme mais empreinte de toute l'autorité de sa fonction. Avec effet immédiat, agent Delacroix, vous êtes affecté à un poste de bureau. En attendant l'examen des affaires internes. Ces mots résonnèrent dans la pièce, scellant le destin de Delacroix. Avant même de pouvoir répondre, Delacroix se renfonça dans sa chaise, son visage rougi de gêne et de frustration. Il ouvrit la bouche pour protester, mais la referma rapidement, réalisant la futilité de son geste. Il avait fait son lit, il devait maintenant s'y coucher. Les officiers autour de la table se déplacèrent inconfortablement sur leurs chaises. Quelques-uns échangèrent des regards, certains évitant tout contact visuel avec les autres. La pièce, qui avait jadis semblé froide et impersonnelle, se sentait maintenant chargée d'une division silencieuse presque palpable. Un officier, un homme à la mâchoire carrée et au visage sévère, fit un subtil signe de tête vers Jean-Luc, son expression illisible. Mais l'officier à côté de lui, le visage tendu par la tension, fixait la table, évitant toute reconnaissance de ce qui venait de se passer. Aurélien observa tout cela. Les allégeances changeantes, les jugements silencieux, la certitude que tous ne soutiendraient pas sa famille. Il le sentait au fond de lui. Le fossé systémique qui s'étendait profondément dans cet endroit. Les loyautés fragmentées qui déchiraient le cœur de tout ce qui était censé le protéger. Le système de justice soi-disant unifié n'était pas aussi uni qu'il aurait dû l'être. Il était plein de failles. Et Aurélien apprenait à quel point ces failles étaient béantes. Toute la scène, les visages sévères des officiers, les images qui exposaient de la vérité, la tension qui avait empli la pièce semblait surréaliste à Aurélien. C'était comme s'il avait regardé la vie de quelqu'un d'autre se dérouler, comme si ce n'était pas sa propre réalité. Mais c'était le cas. C'était son histoire maintenant. Sa voix résonnait dans cette pièce. Et à ce moment-là, le rapport de force s'était inversé.
Il avait vu les failles du système, et il comprenait maintenant que la machine pouvait continuer à broyer, mais elle n'oublierait pas ce jour. Il ne le permettrait pas. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Il ne savait pas si les choses reviendraient un jour à la normale. Mais une chose était claire. Aurélien n'était plus le garçon de l'autre côté de la voiture de police, celui dont la vie était décidée par la main d'un autre. Il avait désormais une voix, et il ferait en sorte qu'elle soit entendue. Alors que la réunion se dispersait, Aurélien et Jean-Luc restèrent en silence un instant de plus, le poids de ce qui s'était passé flottant encore dans l'air. Les officiers sortirent les uns après les autres, et Moreau resta en arrière, ses yeux rencontrant brièvement ceux d'Aurélien. Le regard dans ses yeux n'était ni d'excuse ni de regret. C'était tout autre chose, quelque chose de froid, et pour la première fois, Aurélien n'en eut pas peur. La pièce était remplie du murmure des conversations, du flash des appareils photos, du poids des attentes. Dehors, le monde continuait sa course. Rue calme, voitures filant à toute vitesse, la vie se poursuivant comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur de la salle de conférence de presse, tout avait changé. Maître Jean-Luc Dubois se tenait devant l'Assemblée, sa voix ferme et posée tandis qu'il annonçait le début d'une enquête approfondie. Ces mots résonnèrent comme une promesse, non seulement pour Aurélien mais pour le monde. « Nous ne laisserons pas cela impuni », déclara Jean-Luc. « Cette enquête sera minutieuse et transparente. Chaque pierre sera retournée. Il ne s'agit pas seulement de mon fils, il s'agit de tous ceux qui ont été maltraités sous le couvert de l'autorité. » Son regard balaya la pièce, rencontrant les yeux de chaque journaliste, de chaque caméra. Nous le devons à Aurélien. Nous le devons à tous ceux qui ont été réduits au silence. Mais Aurélien ne regardait pas son père. Ses yeux étaient fixés sur le pupitre. Ses mains se serraient sur les côtés, ses doigts tremblant légèrement. Il n'était pas sûr si c'était par peur ou par autre chose. Le poids du moment, la responsabilité de tout cela, la connaissance qu'une fois qu'il aurait parlé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Debout au pupitre, le corps d'Aurélien tremblait, ses genoux menaçaient de céder sous lui, sa poitrine serrée par les vestiges de la peur qu'il avait portée pendant des jours. Il n'était pas sûr de savoir comment faire cela. Comment être fort alors que chaque partie de lui était encore brisée. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose de plus profond, quelque chose qui refusait de le laisser reculer. « J'ai peur », pensa Aurélien. Son cœur martelait sa poitrine. Mais le silence est pire. Il prit une inspiration, se stabilisant, sentant le poids d'un millier de regards sur lui. Et puis, d'une voix qui tenait à peine, il commença. « J'ai suivi chaque règle, dit Aurélien, ces mots à peine audibles mais traversant l'air comme un couteau. J'ai gardé mes mains visibles. Je n'ai pas bougé tant qu'on ne me l'a pas dit. Je suis resté calme. J'ai survécu grâce à qui est mon père. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont aucun pouvoir ?» Sa voix se brisa alors qu'il regardait la mer de visages. Certains sympathiques, certains indifférents, et certains cherchant les failles de son histoire. Que l'heure arrive, il. La pièce retint son souffle. Le silence était presque tangible, épais du poids de ses mots. Et puis, cela explosa. Un seul hashtag apparut sur tous les écrans de la pièce, clignotant vivement sur Twitter, résonnant à travers les fils des médias sociaux comme une traînée de poudre à justice pour Aurélien. C'était l'étincelle qui alluma un mouvement, un plaidoyer pour l'équité, pour la vérité, pour qu'une voix soit entendue. Mais tout le monde n'était pas de son côté. Un journaliste, un homme au visage acéré et à la langue encore plus acérée, leva la main, un mince sourire jouant sur ses lèvres. « Avez-vous provoqué les agents ?» demanda-t-il, sa voix suintant le scepticisme, comme s'il essayait d'inciter Aurélien à admettre une faute. Aurélien n'hésita pas. Sa réponse vint rapidement, les mots traversant l'air comme une gifle. « Exister en tant que noir n'est pas une provocation, » dit-il, sa voix basse mais remplie de défi. Les mots, simples et crus,
résonnèrent dans la pièce, une vérité si universelle qu'elle piquait. Le journaliste hésita, mais cela n'avait pas d'importance. Aurélien avait dit ce qui devait être dit. Et à ce moment, quelque chose changea. La pièce bascula, le regard collectif passant du scepticisme à une sorte de respect. Respect pour un jeune homme qui avait trouvé sa voie face à l'impensable. Plus tard ce jour-là, Aurélien marcha dans les couloirs de son lycée, ses pas lourds sur les sols en linoléum. C'était différent, les odeurs familières de la cafétéria, les rires des élèves entre les cours. Tout semblait lointain, comme s'il était un fantôme traversant sa propre vie. Il y avait une fracture désormais, une tension palpable qu'il pouvait sentir dans chaque interaction. Certains élèves l'évitaient, les yeux fuyants, les conversations s'éteignant lorsqu'il entrait dans la pièce. Les professeurs ne lui offraient guère plus que des hochements de tête froids, leurs visages illisibles. Mais il y avait les autres, ses amis, ceux qui comprenaient, qui le soutenaient, qui portaient leur soutien comme un insigne d'honneur. Certains avaient même organisé de petites protestations, des rassemblements discrets dans les couloirs, leurs pancartes affichant « Justice pour Aurélien » en lettres capitales. Mais il n'y avait pas que les élèves. Les professeurs étaient divisés aussi. Madame Delalande, la professeure d'histoire, qui avait toujours été chaleureuse et accueillante, croisait à peine son regard maintenant. Les mots qu'elle prononçait en classe semblaient creux, et Aurélien pouvait entendre la tension non exprimée dans la façon dont elle le saluait chaque jour. Et puis, il y avait les conseillers. Aurélien était assis en face de sa conseillère d'orientation, Madame Fournier, qui avait un air de gentillesse, mais même son sourire ne semblait pas atteindre ses yeux aujourd'hui. Elle se cala dans sa chaise, les mains pliées sur ses genoux, attendant qu'Aurélien parle. « J'ai peur », admit Aurélien, sa voix éraillée, dépouillée de la bravade qu'il avait affichée à la conférence de presse. « Chaque fois que j'entends une sirène, chaque fois que je vois une voiture de police, mon cœur s'emballe. Je ne peux pas le contrôler. C'est comme si j'étais de nouveau là-bas, chaque fois comme si j'étais toujours surveillé. » Madame Fournier hocha lentement la tête, son expression compatissante. « C'est normal, Aurélien. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, cela laisse des cicatrices. Mais votre peur ne vous définit pas. Votre courage, oui. » Les mots s'enfoncèrent dans Aurélien comme une pierre. Il n'était pas sûr de la croire encore, mais pour la première fois, il sentit que quelqu'un comprenait, quelqu'un qui n'essayait pas seulement de le réparer, mais qui était prêt à s'asseoir avec lui dans l'obscurité de sa peur. Plus tard dans la soirée, le gymnase vibrait de l'énergie d'un match de basket. Les gradins étaient bondés, la foule frémissait d'excitation, le bruit des baskets grinçant sur le parquet remplissait l'air. Aurélien avait toujours aimé ce sport, son rythme, la sensation du ballon dans ses mains. Ce soir, cependant, c'était différent. C'était comme si tout l'observait, non seulement la foule, mais le poids du monde entier. Il driblait le ballon, les yeux fixés sur le panier, mais un instant, son regard papillonna vers les tribunes. Il vit ses amis l'encourager, leurs visages illuminés de fierté. Mais il y avait autre chose aussi. La tension, l'incertitude. Certains l'acclamaient, mais d'autres détournaient le regard, incertains. La fracture était partout, même ici sur le terrain. Aurélien prit une inspiration, repoussant tout cela. Le ballon était dans ses mains, le match était sous son contrôle, les secondes s'égrenaient, la sonnerie finale était sur le point de retentir. D'un mouvement rapide, Aurélien fonça vers le panier, les défenseurs se refermant sur lui. Et puis, d'un geste fluide, il lança le ballon en l'air. Le temps sembla s'étirer, tandis que le ballon décrivait son arc vers le cercle. Le gymnase se tut, puis le ballon transperça le filet. La foule éclata en applaudissements, mais Aurélien ne ressentit pas l'euphorie de la victoire comme avant. Son cœur battait toujours la chamade, mais cette fois c'était différent. Cette fois, il ne jouait pas seulement pour le match. Il jouait pour quelque chose de plus grand. Alors que la foule acclamait, Aurélien regarda de nouveau les tribunes. Ses amis criaient, applaudissaient, leurs voix noyées par le bruit. Mais il ne se souciait pas des acclamations, de la victoire.
Il se souciait de la fracture, de la confusion, de la prise de conscience qu'il n'était pas seulement un héros à célébrer. Il était toujours un adolescent, toujours effrayé, toujours en quête de son chemin. Aurélien resta là, à bout de souffle, tandis que le monde tourbillonnait autour de lui. Il n'était plus seulement une victime, il n'était pas non plus le héros, il était toujours Aurélien, effrayé, incertain, mais déterminé à faire entendre sa voix. Et pour la première fois, cela lui semblait suffisant. Le ballon à la main, le cœur battant, il savait une chose avec certitude. Il ne fuyait plus. Ni le jeu, ni la vérité, ni sa propre peur. Plus jamais. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.